n'a jamais rêvé de tuer des baleines? Oula, attendez. Ouais, et je crois que je vais devoir refaire mon introduction là. Eh bien, pour cette fois, plutôt que de vous entraîner dans une introduction interminable, je me contenterai d'une phrase qui le sera tout autant afin de vous dire qu'il n'y aura pas d'introduction interminable, histoire de gagner du temps et de vous lancer directement dans cette nouvelle œuvre parce qu'il y a beaucoup à dire sur Moby Dick de Herman Melville. Moby Dick, sorti en 1851, nous raconte l'histoire d'Ismaël qui décide de prendre le large pour aller chasser de la poiscaille. Avant d'embarquer, il passera une nuit dans une auberge où il dormira, pas trop rassuré, avec un cannibale. Ils deviendront finalement bons potes et embarqueront à bord du Pequot, un navire dirigé par un capitaine un peu foutrave puisque son seul but est de retrouver Moby Dick, un énorme cachalot blanc qui lui a mordillé la jambe par le passé. On embarque alors avec ses gens et plus encore dans une croisière à la recherche du poisson géant. Tout d'abord, sachez que le livre se divise en deux parties qui s'entrecroisent. Une partie narrative qui nous raconte l'histoire qu'on connaît tous et une partie encyclopédique et on va commencer par celle-ci. Melville est à la fois un homme de terrain et un homme de lettres. Il a donc passé plusieurs années comme marin observant directement la chasse à la baleine. Quand il va prendre la plume pour nous rédiger Moby Dick, le bonhomme ne se contentera pas de nous faire suivre une histoire, il nous offrira aussi un savoir encyclopédique de son activité. Durant ces passages, Melville nous propose de faire une pause dans la narration et de nous apporter quelques connaissances sur les baleines. Alors parfois c'est très intéressant quand il parle des légendes qui couraient sur certains monstres marins ou encore la description de peintures complètement foireuses de cachalots que j'allais retrouver ensuite sur Google Images. Mais d'autres fois, c'est soporifique. Comme les chapitres de description sur les dimensions de l'anatomie des cachalots au pouce près. Et il y a des chapitres qui sont aujourd'hui HS, comme celui où il parle de la chasse à la baleine et dans un regard malthusianiste plutôt candide, croit qu'on pourra pêcher de la poiscaille géante à volonté puisqu'il y en aura toujours assez. De plus, j'ai trouvé que certains passages pouvaient parfois casser le rythme de la narration. En fait, c'est comme une visite guidée. Et je n'ai rien contre la visite guidée, mais là, on a de la narration, donc des attentes à ce niveau. Ainsi, ça finit bien vite par ressembler à quelque chose comme « Vous voulez savoir ce qu'il y a derrière cette porte? Je peux vous assurer que c'est quelque chose de vachement chouette! Mais d'abord, laissez-moi vous parler de cette porte. Elle mesure 7 pieds de haut, de 4 pouces et blablabla et gna 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 et blablabla. Eh bien moi, je vous propose de passer outre et d'aller ouvrir cette fameuse porte. Car derrière se cache l'arc narratif. D'abord, il y a le cadre. La grande majorité de l'arc narratif se situe sur les océans. Autour, il n'y a rien à perte de vue. C'est le vide. Et dans ce vide, on n'a qu'un seul but qui nous guide, Moby Dick. Et avant de poursuivre, il serait bon de vous prévenir. Moby Dick n'est pas un pilier d'action comme j'ai vu qu'on l'imaginait bien souvent. Certes, il leur arrive quelques péripéties, mais le roman va aller bien au-delà de ça. Le fil conducteur de ce roman, c'est l'obsession, et elle est représentée par un homme, le capitaine Achab, ou Achab, je sais pas. En effet, celui-ci est complètement aveuglé par son objectif et ne se soucie ni des autres baleines, ni de son équipage. Le roman donnera d'ailleurs naissance à l'expression « white wall », qui désigne une chose pour laquelle on est obsédé au point de nous détruire. Il y a ici un parallèle intéressant à faire avec la religion, notamment l'histoire de Jonas et la baleine. Et pour bien saisir la chose, on enclenche le mode Inception. Dans le livre de Jonas, Dieu envoie celui-ci à Ninive pour annoncer la destruction future du bled parce que les gens ne s'y comportaient pas vraiment comme Dieu le voulait. Le problème, vous l'aurez deviné, c'est que quand un étranger se pointe dans un bled pour dire à ses habitants qu'ils vont tous mourir parce qu'ils se comportent comme des connards, il y a de fortes chances que les mecs en face le prennent légèrement mal. Du coup, Jonas préfère fuir sa mission en prenant la mer, mais finira par se faire manger par une baleine. Il passera 3 jours dans son ventre durant lesquels il remerciera Dieu pour cette expérience intradigestive. Heureusement pour Jonas, le système digestif de la baleine est à peu près similaire à celui des requins de Sharknado. Il sera donc régurgité sur une plage et c'est donc dans la joie qu'il finira sa mission. Les gens le remercient, Dieu pardonne et c'est bâclé. Dans Moby Dick, c'est un peu différent. Déjà, le narrateur nous rabâche depuis le début que ce voyage se soldera par une catastrophe. Car pendant que Jonas remercie Dieu pour cette bonne leçon, le capitaine Achab opte plutôt pour une réaction du type Pas le sang bleu, je vais la saigner cette grosse! On pourrait s'arrêter là et se dire que la morale de Moby Dick, c'est juste une autre manière plus sombre d'illustrer l'importance du pardon. Mais ce serait oublier tout un pan important de l'ouvrage, la quête impossible. En effet, dès que le capitaine Achab fait part de son plan au reste de l'équipage, celui-ci se trouve plutôt motivé par le projet. Salsterback, le second, se dira que ça a l'air quand même un peu foireux. Puis plus le roman avancera, plus on comprendra qu'il a raison, jusqu'au point culminant où le capitaine admettra lui-même que sa tâche est vouée à l'échec. Et pourtant, il l'amènera
mènera quand même jusqu'au bout. Et je trouve ça fascinant. Par quelle folie cet équipage s'en va joyeusement à sa propre perte. Le livre atteint alors une réflexion philosophique et existentielle. Ne nous arrive-t-il pas d'être obsédés par des buts parfois absurdes? Ne façonne-t-il pas notre parcours de vie? Et si on nous retire ce but, que nous restera-t-il? Vaut-il mieux avoir un but impossible ou pas de but du tout? Le roman pose beaucoup de questions et n'apporte pas vraiment beaucoup de réponses. Et c'est ainsi un bon point pour Melville qui me donne l'impression de ne pas me prendre pour un idiot à qui on devrait expliquer comment penser. Cela ne l'empêche pas de nous offrir régulièrement des pistes qui me semblent être distillées à travers les différents personnages, comme Stubb, Pip et particulièrement Starbuck, le second. Et au final, c'est à nous de chercher un sens à toute cette absurdité. C'est ce qu'a fait Albert Camus qui, sous une certaine influence du mythe de Moby Dick, propose ses réflexions dans son livre La Peste. Et ça, c'est un livre dont on reparlera prochainement. Pour finir, j'aimerais vous parler du vocabulaire utilisé dans le livre. Et là aussi, la forme est juste impressionnante. Un chercheur du nom de Zach Booth Simpson a mis au point une machine capable de quantifier la densité de vocabulaire dans les livres. Sur une base de données d'environ 3600 œuvres, il en est ressorti que Moby Dick est celui au vocabulaire le plus dense. C'est comme si le livre utilisait un nouveau mot à chaque phrase. Enfin, ce monsieur a fait une cartographie prenant en compte plus de 500 caractéristiques différentes. Ainsi, il parvient à représenter dans un espace la proximité qu'ont certains livres. Là encore, les romans d'Herman Melville sont complètement hors normes et se situent tout là-haut. Si le thème de la quête impossible est quelque chose qui vous parle, je vous recommande aussi la filmographie de Darren Aronofsky, un réalisateur que j'adore si on nommait cette bévue qui a été Noé. Tous ces films sont des retranscriptions du mythe de Moby Dick, donc n'hésitez pas à vous plonger dedans. Et sur ce, merci d'être resté jusqu'au bout. J'en profite pour remercier l'association de la Vidéothèque d'Alexandrie qui ont proposé mes vidéos sur leur site. Ça m'a fait d'autant plus plaisir que c'est en regardant quotidiennement leurs vidéos que j'ai eu envie de commencer celle-ci. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un site qui regroupe un paquet de vidéos culturelles très intéressantes tant sur le fond que sur la forme. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Bye!